Ça a commencé d'où, un peu, ton intérêt sur la longévité? Et en fait, c'est toute une question, mais grosso modo, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'on allait un jour manquer de temps, que ce soit pour nous ou pour les gens qui nous sont proches. En fait, mon père a été malade, j'avais 15 ans, en fait, et il est resté un peu comme un enfant de 5 ans pendant des années. Et c'est quelque chose qui aurait été clairement, qui aurait pu être, en fait, évitable. Clairement, c'est évident. En fait, c'était dû à des mauvaises habitudes de vie. Fait que je me suis dit par la suite que pour faire une différence, en fait, il faudrait réussir à amener les gens à mieux prendre soin de leurs habitudes de vie, prendre soin de la vie, tout simplement, hein, pour être en mesure d'en profiter plus longtemps. Fait que j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, on allait manquer de temps. Et ça m'a amené, bien sûr, tout un intérêt pour tout ce qui est le domaine de la prévention, la santé humaine. Mais au début des années 2000, quand on s'est rendu compte qu'on serait capable d'agir sur le vieillissement humain, ça paraissait évident, en fait, que ça allait être là qu'on allait faire les plus grandes avancées, même en santé, de l'histoire de l'humanité, parce qu'au lieu de s'attarder à réduire l'incidence d'une seule maladie, on va retarder ou réduire l'incidence de toutes les maladies, tout ensemble d'un seul coup. Je me suis dit à l'époque, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je trouve le moyen d'optimiser, chercher à optimiser tout ce qu'on peut faire, en fait, pour augmenter nos chances de vivre beaucoup plus longtemps, de profiter de la vie plus longtemps. Mhm. Euh, J'imagine que tu as écouté l'émission sur les Blue Zones qui est sortie il y a plusieurs années. Euh, J'étais juste curieux d'avoir un petit peu ton opinion là-dessus. Est-ce que, d'après toi, au Québec, on a le potentiel d'être une Blue Zone ou d'avoir une Blue Zone au Québec? En fait, partout dans le monde, on trouve des gens qui ont exactement le même profil que ces gens-là. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être une blue zone pour que des gens acquièrent le même genre de façon de vivre, en fait, et augmentent énormément leurs chances de vivre plus longtemps. Il y a une étude qui a été publiée là, il n'y a pas très longtemps qui disait que, c'est en 2024, je crois, là, qu'en adoptant 8 saines habitudes de vie, on pourrait augmenter chez l'homme de 25 ans notre espérance de vie en santé Ah ouais. et 22 ans et demi chez la femme. Écoute, c'est très clair, en fait, c'est très évident. Mais pour bien répondre à ta question, cependant, je ne sais pas si tu fais référence au reportage qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, en fait, sur les Blue Zones. Dans ce cas-là, tu n'étais pas très vieux. Mais versus ce qui vient de passer sur Netflix, en fait, l'an dernier. Bon, mais c'est plus de lui que je parle. Ouais, la série sur Netflix l'an dernier, honnêtement, j'ai été déçu d'un des aspects. C'est que ça a été très bien rapporté, en fait. Là, c'est un très beau reportage. C'est une belle série, je le conseille à tout le monde. La seule affaire, c'est que 20-25 ans plus tard, parce qu'on sait de ça qu'on parle, là, c'est que ça fait longtemps que ça a été décrit, hein, l'histoire des Blue Zones avec le journaliste du National Geographic qui avait mis ça en lumière. Euh, ils ont retenu, en fait, le même discours en mentionnant qu'ils pourraient faire des efforts pour créer des Blue Zones ailleurs dans le monde. Ce que je suis un peu déçu de la démarche, en fait, c'est qu'avec toute la science qu'on a maintenant, on aurait pu aller plus loin dans la réflexion, puis se demander ce qu'on observe là, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Euh, ou encore, à travers ce qu'on a observé des gens des populations centenaires, quelles sont les autres habitudes de vie qui pourraient augmenter encore plus nos chances de vivre centenaire? Et j'aurais aimé, parce qu'à l'époque où ça a été décrit la première fois, on avait encore une mauvaise compréhension de ce qu'est le vieillissement et pourquoi le vieillissement cellulaire existe d'un point de vue biologique. Aujourd'hui, on le sait de façon beaucoup plus claire. On aurait pu porter un regard plus critique sur ce que font les populations, parce qu'il faut se le dire, là, Isaac, les populations centenaires, euh, c'est des gens qui, par chance, sont tombés sur des habitudes de vie qui ont augmenté leur longévité. C'est de la chance. Et ce qu'on en fait des populations centenaires, ça reste de l'observationnel. Mon domaine à moi est d'essayer de faire de l'optimisation de ça. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer, en fait, qui serait important d'aller plus loin à l'intérieur des habitudes de vie? Ça fait qu'honnêtement, oui, le documentaire, j'ai trouvé ça génial. D'un autre côté, je suis un peu déçu. Tu comprends? Mhm. C'est quoi qui a changé? Tu disais, on comprend mieux le vieillissement aujourd'hui qu'avant. C'est quoi qui a changé? Eh oui, mais hein, en fait, c'est ce que je te dis là, c'est un peu drôle, mais quand on change un dogme de la science, surtout en biologie, là, ça peut prendre jusqu'à 15 ans, 20 ans avant qu'on l'enseigne dans nos universités, tellement que Ah ouais, OK. ouais, faire changer des connaissances, c'est compliqué. Avant les années 2000, on considérait en fait que le vieillissement était majoritairement une question d'usure et d'oxydation systémique. Au début des années 2000, on s'est rendu compte que les animaux qui vivaient plus longtemps, suite à ce qu'on appelle en biologie de la restriction calorique, mais techniquement, c'est du jeûne ce qu'ils font. Hein, le terme est mal choisi, mais bon, en biologie, on est comme ça. Euh,
étaient souvent, en fait, dans des situations où il y avait un niveau d'oxydation systémique beaucoup plus élevé que la normale. Fait que techniquement, selon les hypothèses de l'époque, ils auraient dû vieillir plus rapidement, ces animaux-là, ce qui n'était pas le cas. De la même façon aussi qu'un humain qui fait plus d'activité physique, si c'était vraiment rien qu'une question de production d'oxydation, ben, il en produit plus, il vieillirait plus rapidement. Et là, ça a pris une dizaine d'années, en fait, à aller en 2010 et 2013, avant qu'on fasse une relation entre la vitesse de croissance et tous les mécanismes de la croissance et du développement et tous les mécanismes de vieillissement plus tard dans notre vie, qu'on réalise finalement que tous les mammifères, sans aucune exception, vieillissent avec un élément de proportionnalité, si tu veux, entre la vitesse à laquelle ils ont grandi puis la taille en tant que telle. Autrement dit, plus ils sont petits, plus ils se développent rapidement, plus ils vont vieillir rapidement, plus ils vont mourir relativement jeunes. Si tu veux, c'est un peu drôle de dire ça, mais une souris, 20 jours de gestation, ça ne vit pas plus que 3 ans. Un éléphant, 12 à 18 mois de gestation, ça va vivre au moins 60 ans. Et c'est ce qu'on appelle le coefficient de longévité. En biologie, c'est une réalité. Il y a quelques organismes vivants qui échappent à ça, qui sont extrêmement intéressants parce qu'on en a des organismes qui échappent à la droite du coefficient de longévité, aller jusqu'à un facteur là, énorme, là, jusqu'à 10 ans, je vais vivre 10 fois plus longtemps que la normale. Des chauves-souris, ça a la grosseur d'une souris, ça a un métabolisme extrêmement élevé parce que ça vole. Ça va vivre 10 fois plus longtemps qu'une souris ou qu'un autre organisme, un autre mammifère de sa grosseur. Il y a des raisons derrière. C'est ce qu'on appelle en fait la biologie comparative. On est capable d'aller chercher là de l'information sur qu'est-ce que nous, on pourrait faire, mettre en application pour vivre beaucoup plus longtemps. Mon domaine à moi, c'est ça, finalement. C'est de trouver, autant basé sur la science du vieillissement cellulaire que sur la biologie comparative, l'avancement des connaissances qu'on a, même issues des données cliniques puis des populations centenaires, parce qu'on continue à découvrir énormément de choses, même sur les centenaires, là. Tout récemment, entre autres, puis quand je dis tout récemment, c'est, en science, 3-4 ans, c'est tout récemment. Toutes les questions qui entourent le métabolisme de la méthionine a vraiment attiré énormément l'attention. Puis je te le dis, au cours des prochaines années, on va énormément parler de ça. Parce que pratiquement tous les centenaires, sans aucune exception, ont un métabolisme particulier de la méthionine qui vient, entre autres, en partie de leur microbiote intestinal, qui digère un peu plus de la méthionine en produisant de la méthionidase, en fait, par les bactéries intestinales. Ça a été publié dans Nature en 2024. Et ça a un gros impact sur la longévité. Puis quand on compare ça à la biologie comparative, ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, là, tous les mammifères qui vivent beaucoup plus longtemps que la normale, qui ont un coefficient de longévité positif, finalement, ils ont pratiquement tous un métabolisme particulier de la méthionine, autant au niveau du cœur que dans la circulation sanguine dans tout le corps. Et c'est extrêmement intéressant parce que pour nous autres, les humains, on pourrait volontairement, en fait, mettre en application ces principes-là dans notre vie de tous les jours par des modifications de nos habitudes alimentaires qui sont très simples, en fait. Et tu vois, en fait, c'est un exemple parfait de ce que moi je fais et de ce que vous allez avoir, en fait, dans mon 5e livre, parce que mon 5e livre s'en vient, va sortir à l'automne. Là. Il était supposé sortir en septembre, ça va être en octobre. Mais bon, ça s'en vient. Et vous allez avoir toutes les explications du pourquoi, du quoi de ces recommandations-là, avec comment les mettre en application. Et bon, tu comprends maintenant, qu'est-ce qu'on sait de plus? Il y a énormément de choses qu'on sait de plus, finalement, par rapport au vieillissement. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir, en fait, pour augmenter nos chances de longévité? Si on va avoir la chance d'en regarder un petit peu les conseils oui, que tu suggères. Je ne veux pas débaptiser le nom. C'est quoi tu disais dans le microbiote qui fait que les centenaires ont souvent La méthionidase, en fait, c'est l'enzyme qui va dégrader la méthionine. OK, c'est ça, c'est un enzyme. OK, je comprends. C'est que la méthionine est un acide aminé essentiel qu'on retrouve en beaucoup plus grande concentration, en fait, dans les protéines animales versus les protéines végétales, mais qui a beaucoup de rôle à jouer au niveau, entre autres, même des bénéfices de la restriction en calories versus les impacts des mécanismes intracellulaires qui expliquent que les bénéfices sont attachés, entre autres, aux mécanismes de la méthionine. Et ça a un gros impact sur la longévité en santé. En fait, ça modifie de beaucoup le métabolisme sur plein de fonctions. Et là, la question du microbiote, écoute, fort probablement qu'au cours des prochaines années, on va se rendre compte que certains types, entre autres de probiotiques, qui produisent plus de méthionidase, qui pourraient nous aider justement à avoir un métabolisme favorable, en fait, au niveau de la méthionine qui permettrait une plus grande longévité. Je te garantis que c'est ce qui va arriver, là.
Mais en attendant, on ne sait pas exactement. Chez les centenaires, ce qui est épatant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de centenaires que le niveau de méthionine sanguin est plus faible dû au fait que leur microbiote intestinal en dégrade plus. OK. Et ça serait même un virus, en fait, qui permettrait ces fonctions-là chez certaines bactéries. Donc, un virus bactérien, si tu veux. Et c'est bon, c'est vraiment passionnant, là. Ça veut dire qu'on a certaines notions ou certaines, mettons, dimensions de la longévité humaine qui dépendent de des facteurs qu'on ignorait totalement. Quand je te dis que la science dans le domaine a vraiment beaucoup évolué, ça va jusque-là, là. Ah, ben, c'est intéressant, mais j'ai hâte de voir un peu ce qui va ressortir. Clairement, la longévité, c'est rendu un sujet qui est de plus en plus populaire, là. Honnêtement, ça devrait, puis ça prend énormément de temps pour que ça le devienne. Probablement parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pèle des nuages ou encore que, bon, que c'est ça encore, tu sais, je veux dire, en bon québécois, là. Mais en 2015, il s'est passé, en fait, quelque chose d'épatant, autant en janvier qu'en décembre. En janvier, c'est tout un groupe, une trentaine de chercheurs, en fait, qui ont publié un article disant on est capable d'agir sur le vieillissement humain, sommes-nous prêts? Dans le fond, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'était de dire arrêtez de tergiverser sur le fait qu'on va être capable ou non. En fait, c'est évident qu'on est capable d'agir sur le vieillissement humain, là. Voici par où ça va passer. En fait, puis bon, quand tu vois un papier de ce genre-là, attaché par une trentaine de chercheurs, en fait, suite à un congrès international qui avait eu lieu, c'est toujours un point tournant important, là. C'est que, puis bon, on avait là-dedans, en fait, parmi les meilleurs experts du domaine. Mais en décembre de la même année, on a Matt Keberling qui a publié un papier dans Science, puis là, c'est Science, hein, c'est pas une petite revue, et qui disait Ultimate Preventative Medicine, le papier de Science, en fait, en décembre 2015. Et l'ultime médecine préventive, c'était de réduire la vitesse du vieillissement. Et il a lui-même publié en 2019 pour dire que ça a un potentiel de 32-33 ans de plus en longévité humaine. Un potentiel Bon. beaucoup plus important que si on était capable de guérir tout type de cancer, puis même guérir tout type de maladies cardiovasculaires, puis même guérir tout type de cancer, puis tout type de maladies cardiovasculaires. Les deux ensemble, on évalue qu'on aura un impact d'environ 7 ans sur la longévité humaine. Ralentir le vieillissement, ça aura un impact de 32-33 ans. T'imagines la différence, là? Fait que quand on dit que l'impact le plus important probablement en santé de l'histoire de l'humanité, là, je t'ai dit ça tout à l'heure, en fait, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un scientifique américain qui l'a dit avant moi, mais c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on pense que le plus gros impact qu'on va avoir en santé humaine, il vient de là. Fait que, outre ce que le monde entend à l'heure actuelle, qui est basé sur toutes sortes de choses, là, et souvent, bon, quand on parle de vieillissement, de longévité, le monde, c'est des cosmétiques qui ont la première image en tête. C'est l'apparence, c'est les cosmétiques, mais c'est beaucoup plus que ça. Exact. Dans une entrevue que tu avais faite, puis en fait en ligne aussi, là, j'ai remarqué, tu parlais de l'âge biologique versus l'âge réel. Peux-tu un petit peu élaborer là-dessus? C'est quoi exactement la différence des deux? Oui, bien, en fait, c'est facile à comprendre, honnêtement, là. C'est que selon nos habitudes de vie, on va vieillir un peu plus rapidement que ce que l'on devrait. Et on est capable, d'un point de vue biologique, d'aller évaluer. Bon, puis là, il y a toute une multitude d'outils qui sont en développement, là. Qu'est-ce qui est le mieux? Je te dirais que j'en suis même pas sûr, moi non plus, mais il y a apparu encore 4 nouvelles, ce qu'on appelle des horloges biologiques. Je n'aime pas beaucoup le terme, là. En anglais, ça a comme une autre connotation, en fait, biological clock. OK. Mais c'est des horloges biologiques, techniquement, si on le traduit, là, qui vont évaluer selon, entre autres, la méthylation des gènes, ton âge réel versus ton âge chronologique. L'âge chronologique vient de notre date de naissance. Ton âge réel va dépendre de tes habitudes de vie. Et ce qu'on s'est rendu compte d'un point de vue biologique qui est fascinant, c'est que en évaluant de différentes façons, là, puis bon, j'ai 3 ou 4 façons différentes déjà que j'ai regardées, puis on arrive tous à la même conclusion, on a au moins 30 ans de jeu, sans optimisation. Autrement dit, dans les conditions actuelles qu'on observe la population à l'échelle internationale, on va se rendre compte qu'il y a des gens de 65 ans qui ont les mêmes capacités qu'une personne de 95 ans. La personne de 95 ans étant quelqu'un qui a fait attention à elle, qui a des bonnes habitudes de vie. La personne de 65 étant quelqu'un qui n'a pas pris soin d'elle, qui a des mauvaises habitudes de vie. C'est 30 ans de jeu, C'est de énorme. qualité. C'est énorme. On peut profiter de la vie 30 ans de plus. C'est vraiment, oui, c'est énorme, c'est spectaculaire, c'est capoté, là. Puis c'est pas rien que ça, c'est que la personne de 65 ans, ce qu'on lui dit pas habituellement, puis ça, c'est un problème, honnêtement, là, c'est que cette personne-là, c'est 15 ans de calvaire qui s'en vient. C'est qu'elle va embarquer des maladies associées au vieillissement, ça va réduire sa capacité à profiter de la vie de tous les jours, elle ne sera plus capable de voyager, elle ne pourra pas se mettre à quatre pattes pour jouer avec ses petits-enfants. C'est ça qui est en jeu. La personne de 95 a tout fait ça. Puis souvent, la personne de 95, elle voyage encore, puis elle profite encore de la vie. C'est ça qui est capoté. Fait qu'en fait, en agissant sur les voies métaboliques du vieillissement, puis en mettant toutes les chances de notre côté, justement,
on est capable de gagner, justement, d'espérer gagner jusqu'à 30 ans de vie de qualité de plus. Mais c'est des 30 années durant lesquelles on va en profiter vraiment pleinement. Là. Fait qu'on n'arrivera pas à 95 ans avec les capacités d'une personne de 20 ans, c'est pas ça. Là. Mais quand même, d'être encore capable de voyager, d'être encore capable de faire ce qu'on veut de la vie, écoute, ça fait une différence vraiment phénoménale. Ah, c'est impressionnant. J'aurais pas pensé que c'était aussi grand l'écart que ça pouvait être. Là. En gros, c'est que c'est le vieillissement cellulaire. C'est vous examinez la cellule, à quel point elle a le vieilli versus Oh oui. notre Si on date de prend des naissance. extrêmes, écoute, un fumeur va vieillir plus rapidement, puis on le sait, hein, que juste regarder la face de quelqu'un qui a fumé toute sa vie, ça paraît dans sa face, imagine. Mais alors, ça, ce que j'explique aux gens souvent, c'est que si on le voit dans l'apparence du contenant, imagine le contenu. Fait que si ça paraît dans sa face, c'est ça. Le reste de l'intérieur du corps, si on était capable de le couper en deux et de le regarder en dedans, ça serait pas plus beau que ce qu'on voit dans dehors. Fait que les fumeurs vieillissent plus rapidement. Il y a plein d'autres situations, mais de la même façon, honnêtement aussi, les sportifs de trop grande endurance vieillissent plus rapidement que la normale aussi. Puis on le voit à l'œil aussi, ces gens-là vont avoir une apparence beaucoup plus vieille plus tôt dans leur vie à cause de ça, justement, parce qu'ils dépassent la capacité du corps humain, justement, à combattre l'oxydation en question qui est produite lors des... mais il n'y a pas juste ça, c'est qu'on s'est rendu compte aussi avec le temps que, en fait, c'est quand même assez récent, que ce qui explique la capacité de ces gens-là de maintenir autant de performances, puis là, fais attention, là, je ne parle pas de quelqu'un qui court 5-10 km. Je parle des marathoniens là, qui réussissent à battre des records sur 40, 42, 45 km. Ces gens-là, ce qui maintient la performance, c'est la production de l'IGF-1 qui augmente. Bien, ce qu'il faut savoir, en fait, là, c'est qu'il y a des mutations. On a des humains, en fait, hein, qui vont vivre toute leur vie avec des niveaux plus élevés d'IGF-1. Ces gens-là vont être plus performants, mais ils vont tous mourir avant un âge très avancé, là, généralement de cancer. Parce que l'IGF-1 est un facteur de croissance qui va augmenter les risques d'incidence du cancer. En vieillissant, il faut qu'elle baisse, cette hormone-là. Et techniquement, c'est ce qu'on aurait dû appeler l'hormone de croissance. Mais puis, en vieillissant, il faudrait qu'elle baisse. Fait que le fait de faire de l'activité de très grande endurance, en fait, là, puis de la maintenir plus élevée plus longtemps dans ta vie, c'est une mauvaise idée. Parce que tu vas vieillir plus vite. Tu vas augmenter tes risques de cancer. Il faut vraiment rester entre... il y a comme la ligne est mince entre pas assez ou trop d'exercice. Ben, pas si mince que ça, en fait, là. Puis il y a un paquet de choses à considérer, mais écoute, on va avoir le temps d'en parler. Ça fait partie de mes recommandations de longévité, en fait. Mais c'est intéressant de considérer le fait qu'on peut trop en faire. On peut trop en effectivement. faire, exact. Ouais. Non, c'est intéressant. Et si quelqu'un... Est-ce que c'est possible de tourner l'horloge à l'envers, dans le sens, si on adopte des meilleures habitudes de vie à partir de 40-50 ans, puis que là, exemple, mon âge biologique était plus élevé, est-ce que c'est possible de rétrécir l'écart entre l'âge réel et l'âge biologique, même à 40-50 ans et plus? Même à 80. En fait, non, écoute, c'est stupéfiant. C'est qu'effectivement, le 30 ans de jeu en question qu'on a, on peut en récupérer une partie, justement, même si à un âge avancé, on commence à changer nos habitudes. Carrément, d'un point de vue biologique, on va rajeunir. Et on travaille justement sur différents outils pour le faire et différentes optimisations de protocoles, d'habitudes de vie avec un chercheur de l'Université de Rimouski, justement dans le but d'établir des meilleures approches pour faire ça. Puis on travaille au développement de différents outils aussi. Hein. Dans la dernière année, j'en ai beaucoup parlé, pour établir plus simplement des données d'horloge biologique, là, de notre âge biologique, en fait. Parce que si c'était plus facilement disponible à la population, là, par exemple, par une goutte d'eau que tu mets sur un carton, là, on a fait beaucoup de travaux de recherche dans la dernière année pour essayer d'établir un nouveau système pour le faire. Je suis convaincu que ce sera un élément de motivation important. Parce que la personne qui se prend en main et qui se voit rajeunir graduellement, écoute, ça serait la récompense ultime, là. Je veux dire, c'est pas de la beauté, c'est pas de l'argent, c'est de la santé. Ça vaut de l'or en bas. C'est possible d'avoir un âge biologique moins élevé que son âge réel? Ah oui, tout à fait. On peut aller en arrière. Là. Ah oui, carrément. Le 30 ans de jeu, finalement, il chevauche ton âge chronologique réel. Fait que tu peux être plus jeune que et tu pourrais être beaucoup plus vieux aussi. Mm-hmm. Non, c'est impressionnant. Est-ce que tu suis un peu Brian Johnson? Ah oui, tout à fait. Il fait beaucoup les médias là, ces temps-ci. C'est possible de ralentir le processus de vieillissement sans aller dans des mesures extrêmes comme lui, parce que lui, c'est quand même c'est quelque chose un peu, là, tout ce qu'il fait. Là. On est-tu obligé d'aller là pour avoir un âge biologique moins élevé ou on peut quand même avoir un peu plus de modération dans nos habitudes? Ah non, écoute, honnêtement, il y a carrément des choses qui sont contre-productives, j'en suis convaincu.
Il y a des choses qu'il ne fait pas qu'il devrait faire, ça, c'est évident. Je ne pense pas que ce soit un gars qui nécessairement invente les mérites de la vie sociale de qualité. Puis pourtant, en biologie, c'est le facteur le plus important. Tu sais, dans les études de la science de la longévité humaine, en fait, les scientifiques essaient tout le temps de tout séparer, en fait, pour comparer les impacts possibles de toutes les facettes. Et c'est dans la vie sociale de qualité qu'on aurait le plus gros impact. En fait, jusqu'à 15 ans de l'espérance de vie humaine serait expliqué rien que par la vie sociale de qualité. Ça serait encore plus important que l'alimentation ou l'activité physique. Mais outre ça, en fait, Brian Johnson ne sait pas non plus, tant qu'à moi, là, il est mal conseillé, là, que si jamais tu prendrais plusieurs gérosuppresseurs, en fait, au niveau des suppléments, parce qu'il y en prend une quantité énorme, à travers ça, il y en a plusieurs qui sont des gérosuppresseurs, que la dose, en fait, effective de chacun va baisser. La dose optimale va baisser. Les effets de synergie font en sorte que la dose optimale va baisser. Et ça, c'est un élément qu'on a démontré avec l'Université Concordia à travers nos recherches, là, qui est très peu connu, honnêtement. Là. Donc, tant qu'à moi, des suppléments, il en prend bien trop ou rien, ça, c'est clair. Là. Je pense qu'il en prend jusqu'à 100 par jour de ce que Ouais, j'avais c'est vu. Là, une centaine par jour. C'est épouvantable. Oui, et de l'autre côté, tu sais, parce que, bon, pour continuer à me faire critique, si tu veux, là, as-tu déjà vu un centenaire qui est quelqu'un d'ultra performant? Il y a une grosse partie de son approche qui est mesurée sur sa performance physique, la performance humaine. Les centenaires sont jamais des gens de performance. Il y a quelque chose là qui cloche, entre autres probablement à cause de ce que je disais tantôt. Hein, c'est que ce qui nous fait vieillir plus rapidement d'un point de vue cellulaire, c'est aussi les hormones de croissance. Si tu prends des hormones de croissance, tu vas être plus performant dans la vie, tu vas vivre moins longtemps. Il faut faire attention à la façon, son thinking est beaucoup basé ou backé, si tu veux, en mauvais français, appuyé, sur des éléments de performance physique. C'est correct qu'ils se mesurent, je trouve ça extrêmement intéressant, mais une des choses que je trouve extrêmement intéressant aussi de Brian Johnson, c'est qu'il est en constante évolution. C'est qu'il a fait des erreurs, il a fait des trucs qui, bon, sont discutables, il a changé, il a évolué. Il fait plus de jeûne, disant que ça avait eu un gros impact justement sur sa masse musculaire. Tant qu'à moi, ça, c'est une grosse connerie. C'est pas en fait, on sait qu'il y a beaucoup de mécanismes dans le jeûne qui vont protéger la masse musculaire. Ça fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans les données que lui a obtenues. C'était peut-être une question de la façon qu'il faisait ça ou en fait, son trop grand intérêt, en fait, même pour sa masse musculaire personnelle. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de bénéfices du jeûne qu'il ne pourra pas acquérir autrement. Fait qu'il met là de côté un outil extrêmement important. Fait que bon, j'aurais plein de choses à te dire sur son approche. Non, c'est ça, on ne veut pas passer tout l'épisode sur Brian Johnson. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant à suivre parce que ça fonctionne ou non, qu'il fasse les bonnes choses ou non, je pense que ça nous fait justement questionner un peu plus sur la longévité. Puis je pense que ça l'a comme poussé des gens un peu plus là-dedans. Ça amène des hypothèses. Je te dirais que l'exemple de Brian Johnson, qui est beaucoup... j'ai vu Matt Keberlin, en fait, aller ridiculiser un peu ce qu'il faisait. Matt Keberlin était un des chercheurs américains, peut-être parmi les plus influents à l'échelle internationale. On ne devrait pas ridiculiser des approches qui vont amener des nouvelles hypothèses en science, malgré le fait qu'on n'en fait pas toute la démonstration. Ça fait aussi partie de la science. Il faut faire attention, là. Ce n'est pas la science qui crée la vérité. La vérité existe avant qu'on ait fait la démonstration. Les faits, la vérité existe avant qu'on ait fait la démonstration. Aujourd'hui, je dirais, moi, à une salle bien pleine de monde, laquelle d'entre vous est capable de me démontrer que la Terre est ronde? Je suis convaincu qu'il n'y a personne dans la salle qui va être capable de me le démontrer avec un papier, puis une feuille, puis un crayon, là. Puis pourtant, elle est ronde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis pas capable de te le démontrer qu'elle n'est pas ronde. Ça, c'est une affaire. Fait que dans ce que fait Brian Johnson, il peut y avoir beaucoup d'éléments là-dedans qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent être, même si c'est pas tout... Il y a beaucoup d'affaires qui sont encore peut-être à l'étape d'hypothèse, mais c'est quand même intéressant de faire ça. Puis de les documenter, puis d'avancer dans la réflexion, puis de pousser. Ça nous prend de ces gens-là, tu sais. Exact. S'il n'y a pas des gens... puis bon, mon exemple que la Terre est ronde est encore un bon exemple. S'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui avait dit « Hey, savez-vous, moi, je pense qu'elle n'est pas plate, là. » Bien, c'est ça. Exact. C'est un bon point. Est-ce que la génétique, ça a un grand rôle à jouer sur la longévité? Bien, on s'entend habituellement en science que 15 à 25 de la longévité humaine qui est expliquée par la génétique. 15 à 25. Si je te le dis à l'envers, c'est ça. 75 à 85 de la longévité humaine est expliquée par nos habitudes de vie. Et là-dessus, j'ai vu plein de monde se tromper. Puis, gars, je peux tirer une autre roche. Ça me fait plaisir, en fait, parce qu'il y a une erreur dans son livre qui est flagrante, là. Peter Attia,
que je trouve qu'il a fait quand même un travail remarquable parce qu'il a intéressé énormément de monde aux habitudes de vie. Il a publié un livre sur la longévité que j'ai lu d'un bout à l'autre. Et ce qui explique sur les centenaires n'est pas bon. Parce que lui, il pense que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les raisons génétiques derrière que ces gens-là ont beaucoup plus de chances d'atteindre 100 ans que la moyenne de la population. C'est pas vrai, en fait. C'est pas ça la chose. C'est que il y a eu plusieurs génomes de centenaires qui ont été séquencés où on s'est rendu compte que ces gens-là, ils ont exactement le même niveau de risque de maladie que la moyenne de la population. Et ce qui fait que ces risques-là ne se sont pas... puis là, c'est pour la majorité des centenaires. Là, il y a quelques petits cas d'exception. Là. Mais ce qui fait que les risques ne se sont pas exprimés, c'est leurs habitudes de vie. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que notre génétique, on est prêt avec, c'est évident, mais nos habitudes de vie, c'est nous autres qui décident de qu'est-ce que de notre génétique va être lu. Ce qu'on fait référence souvent à l'épigénétique, mais c'est exactement ça. Et moi, ce que je dis habituellement, en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vais te le dire, c'est intéressant, c'est que ce qui est important, c'est ce qui est lu et non pas ce qui est écrit. À l'âge adulte, en fait, de notre génétique, on a 1,5 à 3 de notre génétique qui est lu à tous les jours. C'est juste 1,5 à 3 c'est minime par rapport à toute la bibliothèque de l'information génétique. Et c'est nous qui décidons qu'est-ce qui est lu. Tu comprends? C'était intéressant. Je pensais vraiment que c'était plus. La génétique, j'étais convaincu que c'était plus. Ben, c'est minime, nouvelle, en fait. Puis, c'est positif. En fait, il faut savoir que dans les études, parce que là, il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais non, je ne crois pas à ça. » Ouais, en tout cas. Dans les études qui ont été faites sur les centenaires, en fait, puis toute la génétique reliée à la longévité, on a trouvé des gènes qui peuvent augmenter nos chances de vivre centenaire. Puis il y en a que... Il y a une modification, une mutation dans le gène FOXO3 qui augmenterait jusqu'à 10 fois nos chances de devenir centenaire. Sauf que ce qu'on se rend compte, finalement, c'est que la majorité des centenaires, ils l'ont pas, ce gène-là. Ah non, OK. Non, c'est ça la chose. C'est que oui, ceux-là qui sont porteurs, ben bingo, t'es chanceux. Mais si t'es né avec la chance d'avoir ça, puis de l'autre côté, tu fumes, puis tu manges du fast-food, puis tu ben tu vivras peut-être pas plus vieux, même si toi, tu avais une chance plus élevée que les autres de 30. Tu comprends ce que je veux dire? Et on s'est rendu compte aussi, quand on étudie la phylogénie, en fait, là, puis les grandes familles qui contiennent beaucoup de centenaires, que souvent, même dans des grandes familles, là, puis écoute, il y a une étude là-dessus en Angleterre qui a beaucoup marqué le monde de la science à l'époque, c'est que une famille de 9 enfants qui étaient encore vivants, les 9 étaient encore vivants, ils regardaient l'arbre phylogénétique de la famille, là, puis c'est très clair qu'en fait, les enfants de la famille se rendent pratiquement tous entre 95 et 105 ans. C'est capoté, là. Ils vivent tous vieux dans cette famille-là, de génération en génération. Ils ont tous séquencé, les 9 qui restaient vivants, pour se rendre compte qu'ils ont tous le même genre de risque de maladie que la moyenne de la population. Et là, les scientifiques, un peu déçus, dans le fond, de ne pas trouver la fontaine de jouvence écrite à travers la génétique, là, sont retournés à l'arbre phylogénétique et se sont rendus compte que tous les conjointes de ces enfants-là vivent tous plus longtemps aussi. Pour se rendre compte finalement que c'est la culture de la famille tellement tissée serrée, en fait, à laquelle les conjoints ont tous adhéré de génération en génération, qui donne des bonnes habitudes de vie, des bonnes raisons de vivre, un bon esprit, en fait, le fait d'être fondamentalement positif, la vie sociale de qualité, toutes les habitudes que l'on trouve, en fait, au centenaire, étaient maintenues de génération en génération dans cette famille-là. Et c'est la démonstration très claire, finalement, le fait que les conjoints aussi vivaient plus longtemps, que ce n'est pas la génétique, mais c'est les habitudes de vie. Ça renforçait le point, justement, que c'était les bonnes habitudes. Oui. C'était intéressant, ça. Ben justement, on peut rentrer un peu dans les conseils pour vivre plus longtemps. Est-ce qu'habituellement, il y a un ordre que tu donnes à ça? Est-ce qu'il y a une importance ou c'est vraiment l'ensemble des conseils, c'est d'adopter un peu l'ensemble de tout ça qui fait qu'on vit plus longtemps, ou y en a-t-il des plus importants que d'autres? Il y en a des plus importants, puis je te dirais que le premier, en fait, là, c'est que malheureusement, parce que tu fais référence à un texte, entre autres, que j'ai publié, qui est je crois qu'il est dans le dernier livre d'Isabelle Huot, dans l'avant-dernier. Ouais. Ceci dit, le premier prend vraiment une grande importance parce que on ne peut pas bien vieillir avec une mauvaise santé métabolique. Et c'est pathétique, complètement pathétique, mais actuellement, en fait, et ça rempire. Hein, il y a deux études d'affilée au cours des dernières années qui ont dit que d'un côté, on avait 87 puis l'autre étude qui est sortie par la suite disait non, c'est 93. 93 de la population nord-américaine sera en mauvaise santé métabolique. Comment on explique ça? Il y a avant tout la surconsommation de sucre, c'est très clair. Là. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu la santé métabolique? Juste en général, c'est quoi peut-être pour ceux qui
c'est notre capacité à bien gérer, en fait, nos ressources pour produire notre énergie. Grosso modo, c'est ça. Et ça a beaucoup d'implications. C'est que si tu gères mal la quantité d'énergie qui rentre dans ton corps, que tu es capable de transformer, ben, tu vas avoir tendance à les stocker tout simplement. C'est ce que fait la résistance à l'insuline et tu vas prendre du poids plus facilement. Et il va s'en suivre, en fait, de l'inflammation systémique qui va empirer la situation. C'est un cercle vicieux. Va favoriser la prise de poids encore plus, va finir par déstabiliser les lipides sanguins, la pression artérielle, et ça va mener à la résistance à l'insuline, vers le diabète de type 2, le syndrome métabolique. Malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de nos maladies reliées à ça, que ce soit même la dépression, que des problèmes d'inflammation intestinale, le cancer de la prostate, l'augmentation des risques de cancer du sein. Écoute, on ne peut pas bien vieillir avec une mauvaise santé métabolique, là. Mais grosso modo, c'est ça. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a une bonne santé métabolique? Mais il y a un test, en fait, à ma tête qui est assez clair, là, parce que sinon, c'est un peu compliqué, hein. Ça prend vraiment un bilan de santé. Il faut. Ça prendrait même des évaluations, même de ta capacité à l'effort pour bien faire, en fait. Mais un test assez simple, hein, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous entraîner à jeun, vous avez mal à la tête, vous avez des étourdissements, vous avez des hauts de cœur, vous avez des baisses d'énergie, c'est un signe de mauvaise santé métabolique. Peu importe le niveau à lequel vous êtes. C'est que ça peut être il y a une différence entre, bien sûr, un obèse qui va avoir une très mauvaise santé métabolique, puis que là, tout est vraiment, lui, c'est évident que ça ne pourrait pas de s'entraîner à jeun. Et quelqu'un que ce ne serait pas apparent, en fait, parce qu'on a beaucoup de gens, hein, que la mauvaise santé métabolique n'est pas apparente. Ces gens-là sont sur une pente descendante, au fil des prochaines années, là, ils vont, sur une période peut-être de 10-15 ans, développer un syndrome métabolique. Puis pendant 10-15 ans, on va lui dire que tout est correct, là. Ça, c'est la problématique de notre système de santé. C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais on a de ces gens-là que ça ne sera pas vraiment apparent. Ils n'ont pas un si gros surpoids que ça, mais ils sont en train quand même de développer de la résistance à l'insuline. Puis s'ils essaient de s'entraîner à jeun, ils vont avoir mal à la tête. Bien, il faut y aller graduellement, tout simplement, parce qu'il faut savoir que la résistance à l'insuline, là, ça peut prendre 1 an et demi, en fait, à le renverser puis avoir vraiment une meilleure situation. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, le premier point, c'est vraiment de rétablir la santé métabolique. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Concrètement, c'est quoi les habitudes qu'on peut faire? Bien, 2 éléments, c'est que je pense très fortement que l'humain n'a pas été fait pour manger 3 repas par jour avec 2 collations. C'est une aberration épouvantable. On n'a pas évolué comme ça au cours des centaines de derniers milliers d'années, là. C'est pas d'hier. Et on n'est vraiment pas fait pour ça. En fait, ce qui fait que on va développer de la résistance à l'insuline assez facilement. C'est pas le cas pour nécessairement tous les animaux, mais dans notre cas, ça l'est. Fait que, faut ne pas manger tout le temps, c'est une bonne idée. Faire attention à la consommation de glucides, c'est évident. Peu importe la qualité des glucides, en fait, il faut quand même faire attention à la quantité. Mais je ne suis pas de là non plus quelqu'un qui est extrémiste là-dedans, en fait, à essayer de manger très faible en glucides, peu importe la situation. Une fois que quelqu'un a rétabli une bonne santé métabolique, je pense que des glucides de qualité, ça vaut la peine. En fait, on a des corrélations de longévité avec la consommation même de grains entiers ou encore les légumineuses. Fait que tant qu'à moi, c'est des bonnes sources de glucides parce que ça va être des bonnes sources de fibres alimentaires, de minéraux, de vitamines du groupe B, etc. Mais bon, ceci étant dit, dans les outils, réduire la consommation de glucides, pas manger tout le temps, le jeûne est très certainement l'outil le plus intéressant pour réussir à le rétablir, surtout si on a commencé à développer une résistance à l'insuline, parce que là, on va forcer le corps humain, en fait, à remettre en place les outils nécessaires pour avoir une bonne santé métabolique, ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. J'imagine aussi éviter les produits transformés. L'activité physique. Éviter les produits transformés, l'activité physique, la qualité du sommeil. On sait qu'une mauvaise nuit de sommeil a déjà un impact sur notre métabolisme. Fait que si on enchaîne une trentaine de mauvaises nuits de sommeil, là, ça va avoir un impact. Oui, ça ne sera pas bon pour le métabolisme, mais pas pantoute. Fait que c'est sûr que tout est interrelié. Il faut quand même essayer de façon générale d'améliorer nos habitudes de vie, la santé de façon générale. OK. Fait que santé métabolique, ça serait numéro 1. Ouais. Ensuite, je pense qu'on avait parlé, c'était développer la personnalité des centenaires. Je suis quand même curieux un peu de savoir c'est quoi tu veux dire par là. Effectivement, quelqu'un qui a une bonne santé métabolique, je pense que c'est la priorité. C'est que on s'est rendu compte que tous les centenaires ont le même genre de personnalité de par le monde, que ce soit des Américains, des Japonais, des Européens, ils ont tous le même genre de personnalité. Et les études semblent démontrer très clairement que ça joue un rôle vraiment central dans la capacité qu'on a de vivre centenaire et d'acquérir toutes les autres saines habitudes de vie. Parce qu'on peut, donc, dans mes livres, j'ai simplifié, si tu veux, à 4 facettes des saines habitudes de vie avec un 5e facteur que j'ai appelé un facteur facilitant. Les 4 facettes, il y en a 2 qu'on parle beaucoup, qui sont l'alimentation et l'activité physique.
La troisième, c'est la saine gestion du stress dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil. Et la quatrième, je l'ai dit tout à l'heure, qui est probablement celle qui a le plus gros impact, c'est la qualité de la vie sociale. Et tout ceci dépend de ta capacité, de ton type de personnalité, en fait. Puis la personnalité typique des centenaires, c'est le fait d'avoir une grande intelligence émotionnelle, une grande capacité à exprimer nos émotions sans les refouler. C'est des gens agréables qui sont consciencieux, qui vont être habituellement, fondamentalement positifs. Et ça, c'est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas observé de près des gens qui sont comme ça. Là, mais c'est du monde que pour eux, c'est pas une décision de voir les choses positivement. C'est une obligation, c'est quelque chose de fondamental qu'ils ne vont jamais remettre en question. Et c'est une chose que je fais en conférence qui fait rire les gens, parce que quand j'ai écrit mon premier livre, le chapitre sur les centenaires, quand j'ai écrit le chapitre sur la personnalité des centenaires, j'ai eu en pleine face, en fait, un souvenir de mon arrière-grand-mère c'était exactement ça. Et je vais te le dire, c'est amusant, là, c'est que... Et là, il faut se mettre dans ma tête de l'époque. Là, je suis le kid au primaire. Mon arrière-grand-mère est née en 1900. Hein? Fait que pour moi, c'était passionnant d'aller dîner avec parce qu'elle avait vu la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tu vois le genre. Tu sais. Le micro-ondes, c'était magique. Là. Et il y a un midi, je suis arrivé chez elle, puis là, ça faisait déjà 8 ans que son mari était décédé, qu'elle vivait tout seul dans un petit village où tout le monde se connaît. Tu sais. J'ai dit, comment ça va, grand-maman? Puis elle m'a regardé, en fait, puis elle a répondu que le ton d'un général de l'armée. Là, ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. Moi, j'ai le petit kid dans le salon, tu sais, je me dis, t'as qu'est-ce que j'ai dit à grand-mère? Oui, c'est ça. Mais avec du recul, c'est que je comprends que la dame, mon arrière-grand-mère, probablement avait 86 ans, elle était tannée de se faire dire à tous les coins de rue dans le village, « Hey, comment ça va, Madame Langevin, là, aujourd'hui? » Blablabla. Tout le monde se souciait de sa santé. Mais elle a vécu toute seule dans sa maison jusqu'à 92 ans. C'est vraiment remarquable. Elle allait chauffer le poêle dans le sous-sol. Un escalier qui était à mancher. Mais ceci dit, elle venait de me dire dans la même phrase, c'est quoi exactement? C'est parce que les centenaires, le fait d'être fondamentalement positif, c'est des gens qui ont un regard positif sur le passé, un regard positif sur le présent, puis sont confiants de l'avenir. Ça a toujours bien été, ça va très bien, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. Elle venait de me dire dans la même phrase exactement les 3 facettes. Et c'est ça. Mais pour elle, tu comprends aussi le ton du général de l'armée venait du fait, mais regarde, moi pas, ça va être de même demain aussi. Tu comprends? C'est une bonne anecdote. J'aime ça. Mais ça se développe, ça, en fait. Fait qu'il faut savoir, encore là, parler de génétique tantôt. On a 45 des traits de personnalité à peu près qui sont génétiques. 55 qu'on les apprend. Fait qu'on a 45 des gens qui ont des tendances négatives que c'est génétique. L'autre 55 l'ont appris. Mais on est capable même de changer des traits de personnalité. C'est terriblement difficile. Et si tu veux un bon conseil là-dessus, là, conseil que je donne à tout le monde, c'est que, encore là, les études ont montré que c'est probablement la chose la plus difficile dans tout ce qu'on aura à changer sur une vie humaine, c'est changer des traits de personnalité. C'est probablement ça qui est plus dur. Mais les gens qu'on voit réussir à faire ça, c'est souvent des gens qui sont au bord du précipice, en fait, du monde qui ont un diagnostic de cancer, où là, on va les voir changer profondément. Ça va être une nouvelle personne qu'on n'avait pas connue auparavant qui, tout d'un coup, va émerger. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a pris la décision que pour elle, c'était nécessaire. C'était une obligation. Fait que moi, ce que je dis souvent aux gens, on en combat tous les jours des cancers. Hein. Notre corps est sans arrêt en train de combattre des cancers. Un jour, on va en laisser passer un. Si vous avez besoin d'un diagnostic de cancer pour changer, là, je vous le donne. Bingo, vous l'avez. Tu comprends? Mais c'est comme ça qu'on devrait voir ça. Fait que développer la personnalité des centenaires. OK. Yeah. C'est plus facile à dire, mais je comprends que c'est ça. Ça serait très bénéfique de le faire. OK, fait que la personnalité. Puis sinon, il y avait la vie sociale aussi. Avoir une vie sociale de qualité. Avoir la vie sociale de qualité, moi, c'est le troisième, en fait, de mes conseils. Puis j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, ça rime à quoi, grosso modo, en fait? Puis tous les centenaires sont comme ça. C'est épatant. En fait, souvent, je dis aux gens en conférence, parlez de vos émotions. Il va arriver 2 choses. Il y a du monde qui vont se sauver. Il y en a qui vont rester, avec qui vous allez établir de la vie sociale de plus grande qualité, vous allez avoir gagné. Ceux qui se sauvent, laissez-les faire, là, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai qu'il risque... Et là, il faut faire attention. Hein. Si on parle de nos émotions, il ne faut pas que ce soit des émotions constamment négatives, bien que ça a sa place aussi, parce que sinon, là, c'est du neuroticisme, mais en fait, là, on n'est plus dans le positif.
Mais la vie sociale de qualité, c'est avant tout la capacité de parler de nos émotions. Si vous ne parlez jamais de rien de profond avec vos amis, en fait, que c'est tous des amis Facebook avec qui vous n'allez jamais plus loin que ça ne compte pas. Alors, une vie sociale de qualité, c'est des vrais amis sur qui on peut compter, avec qui on va aborder les vraies choses, mais avec qui aussi, si jamais on a besoin, on va demander. Et si eux ont besoin, ils vont demander aussi. Il faut se rendre jusque-là. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez jamais eu ça, il faut l'initier, il faut trouver le moyen de l'avoir dans nos vies. C'est extrêmement important. Mhm. Fait que les relations, c'est super important avec les amis. J'imagine que ça inclut la famille aussi. Oui, bien, c'est intéressant que tu en parles, là, c'est que souvent, les amis, la vie sociale de qualité, on va l'avoir soit avec des membres de la famille ou avec des amis d'enfance, des gens qui nous connaissent très, très bien. Fait que si vous n'avez pas déjà, réfléchissez dans cette direction-là en premier, parce qu'on peut toujours retourner chercher des amis d'enfance avec qui on avait une très bonne connexion. Sinon, ça se développe. Il faut avoir une certaine ouverture, en fait, à se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on a une chimie particulière qui peuvent devenir des très bons amis. Concrètement, ça veut-tu dire avoir un ami, 2 amis, 3 amis? Tu sais, ça a-tu été... je cherche le mot. Ça n'a pas été quantifié, c'est ça ma question. Bon, Non. Ça n'a pas été quantifié, c'est juste en général avoir des relations de qualité, c'est vraiment ça l'important. Probablement qu'on pourrait en avoir rien qu'un, ça serait correct. C'est juste que souvent, on va se rendre compte que même dans la vie sociale de qualité, nos amis ne sont pas nécessairement le meilleur ami pour toutes les situations. Et là, il y a une question d'intelligence émotionnelle à avoir. Il y a certains de nos amis avec qui on ne parlerait pas, par exemple, de ce qui va arriver dans notre couple. Tandis qu'avec d'autres, on serait capable de le faire. C'est là, en fait, qu'il faut. Et que ça peut être intéressant d'avoir plusieurs amis de bonne qualité. Je comprends. OK. Sinon, le numéro 4, c'était bien gérer le stress et la qualité de son sommeil. Ouais. Ça en est un qui semble plutôt évident. Mais tantôt, en plus, j'ai parlé des problématiques de sommeil sur la qualité de notre sommeil. En fait, ici, Isaac, un affaire qui m'amuse beaucoup, là, c'est le réflexe qu'ils ont des gens de se dire que notre vie actuelle est beaucoup plus stressante qu'elle était par le passé. Hey, je sais pas, là, mais moi, me remettre dans la peau d'un premier colon qui est arrivé ici dans les années 1800, en fait, là, puis qui devait combattre les hivers rigoureux, puis qui devait faire attention à ne pas se faire manger par un ours à quelque part. Les risques de maladie, les enfants, 50 des enfants mourraient avant d'atteindre 10 ans. T'imagines la patente? Aïe, aïe. Parler d'une vie stressante, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, eux autres considéreraient qu'on les amène dans notre situation puis ils trouveraient ça stressant de notre vie actuelle. C'est une question de perception avant tout. Mais une chose est sûre, par exemple, le stress nuit terriblement à notre santé, ça c'est évident. Ça fait qu'il faut réapprendre. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Ils étaient résilients. Aujourd'hui, on est de moins en moins résilient, mais ça se développe la résilience. Il suffit d'en prendre conscience, en fait, puis de se dire que c'est un choix qu'on fait, puis de faire attention à toutes les facilités qu'on a qui remplissent la situation. On m'a donné un exemple qui est vraiment frappant. Quand j'étais au baccalauréat en biologie, tantôt je parlais de la biologie comparative, le comportement animal m'a tout le temps aussi fasciné pour tout un paquet de raisons. On a appris beaucoup de choses des animaux. Bien, tu mets des rongeurs d'une cage avec un écran de télévision à côté, en fait, qui a du feu en permanence, ils vont tous devenir dépressifs. Même s'ils ne brûlent pas. Ouais. Ah ouais? Parce qu'ils sont tellement stressés de façon constante tout le temps que tu vas finir par épuiser surrénal puis ils vont devenir dépressifs. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec les nouvelles? On fait exactement la même affaire. Les nouvelles, aujourd'hui, sont tellement axées sur la peur, en fait, pour créer de l'intérêt, que si tu écoutes les nouvelles à journée longue, en fait, jour après jour, là, forcément, tu vas finir par devenir dépressif. D'après moi, c'est vraiment pas bon pour la santé. Honnêtement, c'est une mauvaise chose. Mais tu sais, c'est rien qu'un exemple. Là. Mais la gestion du stress, pour moi, ça va jusque-là. Et il y a beaucoup de façons. Bon, j'ai des outils. Là, j'ai parlé de développer la résilience, c'est un outil. Dans mon cas, une des choses qui marche vraiment très bien, c'est l'activité physique intense. Puis avec la pandémie, je suis devenu terriblement en forme. Parce que la pandémie a créé son lot de stress, même dans mon cas à moi, justement. Et donc, il y a beaucoup d'outils. Il suffit justement de savoir lesquels nous conviennent le mieux, puis des appliquer, en fait, au quotidien. Puis il y avait le sommeil aussi. Oui, je l'inclus là-dedans parce que les gens qui apprennent à bien gérer leur stress, normalement, ils dorment pas mal mieux. Puis pour toutes sortes de raisons, on peut avoir des difficultés du côté du sommeil. Il faut faire attention. Il n'y a pas aucun médicament qui est bon. Et ça fait que malheureusement, tous les médicaments qu'on peut prendre pour le sommeil vont, d'une façon ou d'une autre, briser les cycles du sommeil, en fait, et réduire, en fait, certaines facettes du sommeil qui sont importantes.
Et il faut essayer de revenir à un sommeil naturel. Il y a des produits de santé naturelle qui n'auront pas cet impact-là, qui sont intéressants de considérer pour les gens qui ont quand même de la difficulté à dormir. Il y a des alternatives, il faut le savoir, là. Entre autres, la valériane a 60 études cliniques. C'est très, très bien supporté par la science. Donc, il y a des produits de santé naturelle qui vont contenir de la valériane qui sont vraiment fort intéressants. Mais le sommeil est bien sûr très, très important. Écoute, il y a une étude qui a montré que euh, en- puis bon, quand est-ce qu'on met un drapeau d'alarme, là, parce que souvent les gens aiment ça avoir un pointillé. À 5 heures et moins par nuit, c'est dramatique pour la majorité des gens. Il y a des gens qui seraient capables de récupérer quand même très rapidement, même, bon, comme Grégory Charles, là, à ce niveau-là. Mais normalement, c'est un drapeau d'alarme, 5 heures et moins, en fait. Et il y a une étude qui a montré que des hommes qui dorment 5 heures et moins par nuit, ça a été publié en 2018, ils ont jusqu'à 5 fois plus de chances de faire une crise cardiaque au cours des 20 prochaines années. C'est un risque aussi élevé, en fait, qu'un diabétique de type 2 ou qu'un fumeur, à cause d'un mauvais sommeil. Fait que le sommeil est vraiment très important. Ton 5e conseil pour vivre plus longtemps, c'était faire de l'activité physique. Là, moi, ma question, c'est de comprendre un peu, est-ce qu'il y a une recette magique? Tu sais, si tu plus faire du cardio, est-ce que c'est plus entraîner la force? Est-ce que c'est plus la mobilité ou c'est un mix de tout ça? Oui, D, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. En fait, il faut savoir plusieurs choses. Je trouve que malheureusement, malheureusement, oui et non, là. C'est que, pour ne pas décourager les gens de faire de l'activité physique, on va leur dire, aller marcher, c'est déjà très bon. C'est vrai. Mais, en vieillissant, en fait, il y a plusieurs dimensions de l'activité physique, ce que moi j'appelle l'activité physique de longévité, qu'on devrait considérer, qui prennent une importance due à plusieurs facteurs. Le premier, qui est le plus facile à comprendre probablement, c'est une question d'équilibre dans l'activité physique qu'on va faire. Et là, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la notion d'équilibre, là. C'est d'être assez varié dans le type d'activité physique qu'on fait pour qu'il y ait suffisamment de muscles de solliciter tout le temps, qu'on maintienne une grande diversité de la qualité musculaire, en fait, pour éviter que le jour où vous enfargez dans de quoi, vous allez planter, vous allez vous casser une hanche, puis vous allez finir par en décéder. Là, je parle, mettons, pour une personne de 80 ans. Bien, le jour où la personne de 80 ans, à part de travers, n'est pas capable de se récupérer justement par la plante, ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Et la meilleure façon de s'empêcher d'arriver là, c'est de maintenir les muscles en capacité qui auraient empêché la personne de tomber. Ça, c'est ce que moi j'appelle de l'équilibre dans la multitude des muscles qui sont engagés. Il y a différentes façons de faire ça. Ça peut être d'avoir des bons programmes d'exercice, ça peut être une chose, mais l'exercice varié, parce que les centenaires ne sont pas nécessairement du monde qui vont au gym. Fait que, tu peux t'imaginer, hein, que je suis de près la littérature scientifique qui est publiée dans le domaine de la longévité. Puis à toutes les années, je trouve des affaires un peu farfelues qui émanent, entre autres, des grandes études observationnelles. Et il y a une année, entre autres, qui avait paru une étude disant que planter des fleurs augmente la longévité en santé. Puis c'est vrai, c'est intéressant, pour deux raisons. Un, les gens qui plantent des fleurs sont actifs physiquement différemment. Ils se penchent, ils se relèvent, ils creusent, ils plantent de quoi, ils vont l'acheter au magasin, ils le ramènent, tu sais. Mais deux aussi, ces gens-là, ils ont une occasion dans la journée d'être en pleine conscience, à arrêter à ce qu'ils font. Parce que probablement, pendant que tu es en train de planter des fleurs, tu n'es pas en train de penser aux mauvaises nouvelles que tu as écoutées dans l'avant-midi, que je conseille à tout le monde de ne pas écouter, en fait. Là. Mais c'est un très bon exemple, en fait. C'est que les centenaires, c'est des gens qui sont, comme mon ami Jean-Yves Dionne dit, des petites fourmis, qui sont actifs tout le temps, qui vont tout le temps bouger, qui vont faire toutes sortes de types d'activités. Ça fait qu'il faut varier. L'autre côté, quand je parle d'activité physique, de longévité, il y en a une grosse partie qu'on vient d'y toucher là. L'autre partie, en fait, c'est d'être complet, en fait, autant en considération d'avoir des activités pour la santé cardiovasculaire, d'aérobie, si on veut, qu'avoir des activités de musculation et de haute intensité, les trois facettes. Pourquoi les trois facettes? En fait, c'est qu'on s'est rendu compte que l'activité physique de haute intensité, c'est très, très, très payant pour la santé, pour le temps que ça prend. Fait que pour tous ceux et celles là, qui se disent tout le temps ouais, mais je manque de temps, ben, en fait, deux choses. Hein. Un, si tu manques de temps pour faire de l'activité physique, un jour, tu vas être obligé d'en prendre pour être malade. C'est triste, mais c'est ça. Et deux, en fait, si tu manques de temps, il y a des façons de faire pour être très efficace. Parce qu'honnêtement, on peut comparer nos horaires. Là. Je suis certain que dans le monde de manquer de temps, des fois, je suis dur à battre. Et ceci dit, je m'entraîne quand même 40-45 minutes, 3-4 fois par semaine. J'ai un gym à la maison. C'est ma façon. Parce que s'il fallait que je sorte pour aller au gym, je n'irais pas.
Mais quand même, je fais de la course à pied, puis l'exercice de haute intensité, en fait, est important dans ce contexte-là parce qu'il y a une étude qui a clairement démontré que 20 fois 30 secondes, 3 fois 20 secondes, je vais le dire à l'envers, un beau petit lapsus, 3 fois 20 secondes d'activité physique intense, 3 fois par semaine, c'est l'équivalent de 45 minutes d'activité physique à 70 de nos capacités. Donc, qu'est-ce que c'est au juste? Là? Ça peut être tout simplement de courir 3 fois 30 secondes à la limite de ce qu'on est capable de faire en faisant attention pour ne pas mourir de ce coup-là. En allant marcher, n'importe qui peut faire ça. Puis il y a plein de monde qui se sont mis à le faire parce que j'en ai beaucoup parlé au cours des dernières années. Mais juste cet élément-là, 3 fois par semaine, 3 fois la limite de nos capacités sur 30 secondes, ça équivaut à 45 minutes d'activité physique sur votre 150 qui est conseillé par semaine. Tu sais, c'est remarquable. Là. Fait que c'est d'être varié. Puis on n'est pas obligé d'aller au gym à chaque jour pendant 1 heure. C'est pas obligé d'être là. C'est juste d'adopter des petites habitudes simples et rapides dans son quotidien. Oui, on peut être simple et rapide. Moi, je plante des fleurs, en fait. Ça a l'air d'être un bon, ça a l'air d'être un bon conseil. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Mais peu importe ce qui vous plaît, en fait, qui va vous garder actif dans la vie de tous les jours, qui va vous faire sortir dehors, vous exposer au soleil, c'est sûr que peu importe c'est quoi, écoutez, trouvez vos choses à vous. Là. Moi, j'ai pas de déneigeur l'hiver. Puis j'ai personne qui tombe le gazon l'été non plus. Fait que des fois, je le tombe quasiment en courant parce que je suis pressé, mais je le fais pareil. Puis ça m'amuse, ça me fait sortir, tu comprends le principe? Prendre du soleil. Oui, c'est ça. Ça m'expose à la lumière du jour. Fait que peu importe c'est quoi vos raisons, il faut que vous en ayez. Mais c'est des bons conseils. Fait que rester actif. Ensuite, le point numéro 6, c'est rester actif sexuellement. Oui. Ça, c'est drôle. Hein? C'est un point que personne parle. Puis c'est très théorique ce que je vais te dire là, en fait. Là. Mais je me permets d'aller jusque-là. Puis honnêtement, c'est une chose que je vais faire aussi dans mon 5e livre. Parce qu'en science, souvent, beaucoup de scientifiques vont s'arrêter à ce qui est clairement établi, clairement très bien démontré par souvent même des méta-analyses. Mais la science ne s'arrête pas là. Hein. Techniquement, la science, dans la tête du scientifique, elle s'arrête jusqu'à ce qu'il ait émis comme hypothèse qui pourrait peut-être valider au cours des 20 prochaines années. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont travailler pendant 20 ans pour aller démontrer certaines hypothèses qu'il y avait depuis longtemps, puis qui ne vont jamais en parler jusqu'au temps qu'ils arrivent là, soit par gêne, ou soit pour ne pas donner d'idées aux autres non plus, de pistes sur quoi on pourrait travailler. La question de la vie sexuelle est un élément qui me vient du fait que en biologie, tout ce qui ne sert pas disparaît. Puis c'est une grande réalité. Là. Soit ça va disparaître sur la période d'une vie humaine, ou soit ça va disparaître en fait sur des centaines de milliers d'années d'évolution. L'appendice en est un exemple. Mais puis sur l'espace d'une vie humaine, on peut penser tout simplement à vos outils de flexibilité métabolique. Pourquoi la personne obèse n'est plus capable de s'entraîner à jeun? C'est parce que le foie a oublié comment faire pour libérer les réserves de glycogène, ce qui est épouvantable. Les enzymes nécessaires puis toute la mécanistique derrière, il s'en est débarrassé. Parce que tu t'en servais pas, il s'en est débarrassé. C'est exactement ça. C'est un peu drôle à dire, mais c'est ça. Ceci étant dit, c'est que fondamentalement, d'un point de vue biologique, on est sur la Terre pour se reproduire. C'est sûrement un des éléments qui va diriger le plus nos vies en tant que tel, qu'on en soit conscient ou non. Et ceci étant dit, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'effets de santé reliés derrière à l'idée qu'on continue encore à essayer de le faire. Un peu comme on pourrait considérer qu'une personne qui prend sa retraite puis qui arrête d'être utile dans la vie de tous les jours risque de tomber malade. C'est une réalité. Il y a plein d'études qui l'ont démontré. Puis on connaît beaucoup de monde, en fait, à qui c'est arrivé. Travaille fort toute sa vie, en fait, prend sa retraite à 67 ans, puis 2 ans après, tombe gravement malade et blablabla. Mais d'après moi, il ne faut pas arrêter. La question du travail, on peut voir la vie différemment, on peut voir nos raisons de travailler différemment, mais d'après moi, il ne faut pas arrêter. Fait que si on traduit ça dans un contexte de biologie, notre raison d'être sur la Terre, c'est se reproduire. D'après moi, ça peut être une bien bonne idée de faire croire à ton corps que tu essayes encore. C'est ça. Très logique. Très logique. Et là-dessus, en fait, si vous regardez l'autre volet de ça, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais ça me tente de moins en moins en vieillissant. » En fait, sachez que une petite bête en santé est une petite bête qui veut se reproduire. Normalement, en fait, le désir, les fonctions viennent avec le tas de santé de la personne. Soit plus en santé, ça va pas mal mieux marcher, tu vas voir. C'est un effet boule de neige, ça va venir. Si tu prends les autres bonnes habitudes, ça va venir. Oui, normalement, ça va rétablir les saines habitudes de vie vont rétablir des meilleurs niveaux hormonaux, en fait, qui vont tout simplement
Mais chez l'homme, c'est facile. Hein? Entre autres, on a besoin de testostérone pour la croissance de la masse musculaire. Si tu ne fais pas de musculation, tu veux de la testostérone qui va être active aussi pour ta vie sexuelle, qui va être utile aussi. Ben, c'est ça. Ça vient tout ensemble. C'est ça. OK. Fait que c'est un bon point. Le 7e que tu conseillais, c'était bien manger et ne rien manger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a parlé tantôt un peu de la question de l'alimentation. C'est que je crois fondamentalement qu'on n'est pas fait manger 3 repas par jour avec 2 collations tout le temps. C'est sûr et certain. Fait que, outre le fait de bien manger, il y a beaucoup de bénéfices au jeûne qu'on ne peut pas, d'aucune façon, obtenir, outre que par le jeûne en tant que tel. Il y a les gyrosuppresseurs, en fait, qui poussent dans la même direction. C'est le même mécanisme d'action. Mais essentiellement, le fait de bien manger, tout le monde en parle, là. Pour ma part, je suis quelqu'un qui milite en faveur de l'alimentation méditerranéenne réduite en glucides. J'allais demander ça, justement. J'ai remarqué que ça prenait de plus en plus place, le régime méditerranéen, que les gens le promouvoyaient beaucoup. Oui. L'alimentation méditerranéenne réduite en glucides, en faisant place quand même, en fait, aux glucides de qualité. J'en ai parlé tantôt aussi, la question des légumineuses, les grains entiers, les graines avec modération. En fait, techniquement, on ne devrait pas avoir aucune source de glucides qui ne vient pas de ceux-là, tant qu'à moi. Fait que le pain blanc, on oublie ça. Les pâtes alimentaires qui ne sont pas de grains entiers, on oublie ça. En fait, tout ce qui est trop riche en glucides, finalement, les jus de fruits, on oublie ça. On n'est pas fait pour manger de ces trucs-là, malheureusement. Ça aide à développer de la résistance à l'insuline. Et là, je ne parle pas de la moitié d'un verre de jus d'orange une fois de temps en temps. Là. Ça, écoute, on peut peut-être faire avec. Là. Mais normalement, on n'est pas fait pour ça, c'est très clair, en fait. Fait que, outre l'alimentation, le fait de autant les périodes à rien manger, puis là, bon, dans les dernières années, en fait, la question du jeûne est la tendance alimentaire la plus importante à l'échelle internationale maintenant. Puis bon, on inclut là-dedans ce qu'on appelle aussi l'alimentation à temps restreint. Je vais te faire une petite différence, là, parce que tant qu'à moi, dans ma tête, c'est pas la même affaire. Je suis d'accord là-dessus avec Jason Funk, que tant que tu n'as pas puisé dans tes réserves d'énergie ou que tu n'as pas envoyé le message de vouloir puiser dans tes réserves d'énergie, c'est pas du jeûne. Parce que le jeûne inclut la notion, justement, qu'on va aller jusqu'à puiser. Moi, j'établis, si tu veux, 3 niveaux de flexibilité métabolique. Où le premier, c'est la capacité à libérer la réserve de glycogène. Ça se passe pendant la première journée de jeûne. La capacité, envoyer le message puis commencer à libérer notre réserve de graisse, ça, dans le meilleur des cas, ça va arriver à 23-24 heures pour des gens qui ont une bonne flexibilité métabolique. Dans le pire des cas, là, ça peut aller à 36-48 heures avant que le foie se décide d'envoyer le message à la masse adipeuse. C'est complètement étrange, mais c'est qu'on a perdu la capacité de le faire. C'est triste. Et le troisième niveau, en fait, de flexibilité métabolique, c'est le fait d'être capable de faire ça très rapidement en claquant des doigts au point tel où tu ne verras plus de différence. Moi, dans mon cas, je ne vois plus de différence. Aujourd'hui, je n'ai rien mangé. Je te l'ai dit tantôt avant qu'on soit sous enregistrement. Je vais m'entraîner très fortement en fin de journée, puis je ne verrai pas aucune différence du fait que j'ai mangé ou pas. Mm-hmm. C'est ça. J'avais vu dans le documentaire aussi Netflix là, des Blue Zones. Je pense que c'est à Okinawa, je ne suis pas certain, mais qu'eux, ils mangeaient souvent 80% de leur faim. Ouais, c'est intéressant. C'est un bon truc, ça? Ben, c'est que, en fait, oui. C'est que, effectivement, dans la culture japonaise, c'est plus là aujourd'hui, ou du moins, c'est de moins en moins là. La culture japonaise est en train de foutre le camp. Ils sont en train de s'américaniser, en fait, comme le reste du monde. Les Japonais avaient comme considération qu'ils devaient arrêter de manger à 80% de leur appétit. Ils ont un terme pour ça que j'ai mis dans mon premier livre, que je ne me souviens pas, là, comment est-ce qu'ils appellent ça en japonais. Mais mon japonais n'est pas parfait. Ceci étant dit, il y a une différence. Il y a des études très récentes chez l'animal, puis je connais les données par cœur, je peux te le dire, là, qui ont montré la différence entre la restriction calorique, où tu baisses l'apport calorique, en fait, sur 3 repas par jour. Ça, c'est de la restriction calorique. Ce qu'on fait habituellement par les diètes, qui va généralement entraîner une baisse du métabolisme humain, qui était clairement démontrée aussi. On parle genre de 10-12 de la baisse du métabolisme, versus le jeûne, qui, lui, fait le contraire. En période de jeûne, le métabolisme va augmenter de 10 à 11 en fait, et c'est très clairement démontré. C'est 2 situations complètement différentes. Et si on regarde chez l'animal, l'impact que ça a, en fait, là, pour la même quantité de calories qu'on va donner, si tu la donnes répartie sur 3 repas par jour, tu vas avoir une augmentation, en fait, de la longévité de 20 en fait, chez les rongeurs, versus 35 si la même quantité est consommée sur une période de genre juste 1 heure dans la journée.
La même quantité de nourriture, la même apport nutritionnel, la même quantité de calories. Fait que la différence entre le 20 d'augmentation et le 35 d'augmentation de longévité, c'est juste une question de durée de temps sans rien manger. Fait que Fait que le problème à la base, c'est qu'on mange trop. on mange trop tout le temps. Trop tout le temps. Fait que les Japonais, en fait, puis là, il y a plusieurs facettes aussi dans leur alimentation. Si on regarde de près, parce qu'on a parlé de restrictions en méthionine, là, ils faisaient souvent de la restriction en méthionine aux autres aussi parce qu'ils ne mangent pas nécessairement de la viande à tous les jours. Et sûrement pas pendant 3 repas par jour. Fait que ça, c'est de la restriction en méthionine en plus de la restriction en calories en tant que telle. Mais c'est clairement montré, en passant, les gens d'Okinawa mangeaient plus en quantité que la moyenne du Japon, en mangeant quand même moins de calories que la moyenne du Japon, au bout de la ligne. C'est qu'ils mangeaient plus d'aliments plus faibles en calories. Et puis la consommation de protéines était relativement faible aussi. Historiquement, à Okinawa, on parlait de 39 grammes par jour de consommation de protéines. Et c'est quasiment rien. Non. Et tout le monde trouverait que c'est pas beaucoup, mais en fait, tu as le réflexe parce que là, au cours des dernières années, puis j'allais dire derniers mois, là, parce qu'on en parle beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux de la consommation de protéines, on a beaucoup de gens qui se donnent bonne conscience d'avoir fait de quoi pour leur santé en mangeant plus de protéines. Mais moi, j'arrête pas de rappeler à tout le monde justement 2 éléments. Là. Un, si tu ne fais pas d'exercice physique, pense pas garder ta masse musculaire parce que tu manges plus de protéines. C'est n'importe quoi. Et puis 2, les centenaires n'étaient pas nécessairement des gens qui mangeaient beaucoup de protéines non plus. Puis c'est pas non plus des gens qui sont en sarcopénie. Fait que ce qu'on est en train de faire avec ces recommandations-là, techniquement, là, c'est de ne pas dire la vérité complètement et de mettre le focus sur ce qui est facile à régler ou ce qui plaît à régler, en fait. Hein. Un peu comme les gens souffrent d'ostéoporose, on va leur donner plus de calcium. On sait très bien que ça ne marche pas. Ou très, très peu, l'impact du calcium va être minime. S'ils ne font pas d'activité physique, oublie ça. Fait que de la même façon, la masse musculaire, là, tu ne fais pas d'activité physique, pense pas à conserver parce que tu vas manger plus de protéines, c'est pas vrai. Puis pourquoi d'abord les centenaires ne sont pas tous en sarcopénie à 39 grammes par jour de protéines? C'est parce que sûrement que l'apport protéine n'est pas si important que ça, finalement, par rapport à la quantité d'activité physique pour la garder, la masse musculaire. Tu comprends? Fait que je ne remets pas ça en question. C'est vrai que si vous mangez plus de protéines, vous aurez une plus grande facilité à conserver la masse musculaire. C'est vrai. Mais si tu ne fais pas d'activité physique, oublie ça. Puis de l'autre côté, on a-tu vraiment besoin d'en manger autant que ce qui circule actuellement? Je ne suis pas sûr non plus. Et sur une question de longévité, même, il y a des risques associés à ça. Parce qu'on a des mécanismes reliés au vieillissement qui poussent l'organisme à vieillir plus rapidement avec une plus grande consommation de protéines animales. Mm-hmm. Fait que tant qu'à moi, on devrait conserver même la consommation de protéines animales pour le repas qui suit l'activité physique le plus possible. C'est ça. Ça, c'est vraiment dans un contexte de longévité. Tout à fait. Je pense quand même que plus tu prends de protéines, plus tu as de synthèse, ben là, c'est pas moi l'expert, là, mais plus tu as de synthèse de protéines, plus c'est facile de prendre la masse musculaire quand même. Mais dans un contexte de longévité, tu ne conseilles pas nécessairement d'aller comme manger trop de protéines. Ouais. Puis en fait, même les gens qui veulent prendre de la masse musculaire, je te dirais que j'ai une réflexion il y a une réflexion à avoir. Ben, en fait, ça dépend pourquoi ils veulent le faire. Là. Mais techniquement, encore là, c'est pas des monsieur muscles qui vivent le plus longtemps. Là. Puis la consommation de protéines augmente la production de l'IGF-1, qui est le facteur de croissance numéro 1, en fait, à laquelle il faut faire attention. C'est que si tu es constamment tout le temps en train de le stimuler le mTOR, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que je suis très convaincu qu'on devrait faire par ici près, même, puis en fait, c'est une des recommandations qui va être dans mon 5e livre, là, pour avoir 3 jours par semaine où on consomme juste des protéines végétales, volontairement, pour avoir un impact, justement, de restriction en méthionine. Parce que les protéines végétales sont 80 moins de méthionine que les protéines animales. Puis les bénéfices de la restriction en méthionine sur la longévité, ils ont été démontrés chez l'animal à partir de entre 50 et 70 de restriction. Fait techniquement, c'est une hypothèse que je te dis là, mais la restriction en méthionine que bénéficient les centenaires à cause de leur microbiote, nous autres, on pourrait peut-être la mettre volontairement en application, à moins avant qu'on trouve une autre façon de le faire, en faisant 3 jours par semaine de restriction en méthionine par de l'alimentation protéines végétales versus les animales. Et il y a un scientifique qui a montré que 3 jours par semaine est suffisant chez les rongeurs. Fait que c'est extrêmement intéressant. Ben, c'est intéressant. Clairement, l'alimentation, ça a un gros rôle à jouer pour la longévité. Oui, c'est clair. sûr et certain. OK. Ton conseil numéro 8, c'était utiliser les gyrosuppresseurs. C'est qu'à travers les habitudes de vie qu'on a, ce qui est sûrement le plus puissant, en fait, pour ralentir le processus du vieillissement, c'est le jeûne. Puis c'est facile à comprendre, en fait. Hein, c'est que c'est vraiment facile à comprendre d'un point de vue biologique. Pourquoi que c'est ça? C'est que
le corps humain a eu à tenir compte de la disponibilité de l'apport nutritionnel pour décider de croître et se développer. Un enfant que tu prives d'un apport nutritionnel suffisant, un apport en calories suffisant, va arrêter de grandir. C'est connu, ça. Tu vas nuire à sa croissance. Ben, un adulte chez qui tu ferais la même chose va arrêter de vieillir, ou du moins va ralentir fortement, il va vivre plus longtemps. C'est ça les principes de ce qu'on a appelé à l'époque la restriction calorique. Je te disais que le terme n'est pas bon, là. Techniquement, c'est du jeûne qu'on faisait des modèles animaux qui ont été utilisés, puis c'est ça qui va être le plus efficace versus la restriction calorique équilibrée sur 3 repas par jour. On ne parle pas de la même affaire. Et ceci étant dit, les gyrosuppresseurs, en fait, ouais, un peu pour bien comprendre le mécanisme du jeûne, là, c'est que donc tu ralentis le vieillissement, tu ralentis la croissance. Plus tard dans ta vie, tu es capable de ralentir le vieillissement. Et d'un autre côté, le corps humain décide volontairement de redistribuer la majeure partie, en fait, de ses ressources énergétiques à augmenter capacité de maintenance et de réparation. Fait que tu en profites, tu fais plus de réparation parce que le corps est en train de se dire qu'il est en train de passer une période critique à travers laquelle il faut que tu sois capable de survivre si tu veux espérer un jour être en mesure de te reproduire. C'est toujours ça la question. On est en biologie, là. Fait que c'est vraiment des mécanismes extrêmement puissants. Puis quand on regarde les parallèles avec la biologie comparative que je te parlais tout à l'heure, là, tous les animaux qui vivent très longtemps, en fait, qui ont des coefficients de longévité plus élevés que la moyenne, là, puis l'humain en est un, vont allier, en fait, les deux facettes. Ils vont soit ralentir la poussée de l'organisme à vieillir et ou, en fait, vont faire beaucoup plus de maintenance et de réparation. Le jeûne nous pousse à faire ça, techniquement, puis à appliquer exactement les mêmes mécanismes cellulaires qui nous permettent de faire ça. Puis là, il y a toute une panoplie, en fait, d'habitudes de vie qui peuvent augmenter certains de ces mécanismes-là, comme l'autophagie, entre autres. Là. Le jeûne va l'augmenter, mais l'activité physique aussi. Ça fait que pourquoi pas faire les deux en même temps, tu comprends? Et là, si on va un petit peu plus loin, on fait ces deux-là en même temps pour l'autophagie. C'est quoi l'autre étape? Bien, les gyrosuppresseurs. Les gyrosuppresseurs sont des molécules qui vont ralentir les processus du vieillissement cellulaire exactement via les mêmes mécanismes d'action. Fait que, puis là, tu vas trouver deux types généralement, soit ceux qui vont ralentir justement la poussée de l'organisme à vieillir et ceux qui vont augmenter la capacité de maintenance et de réparation. Ce qu'on a découvert avec l'Université Concordia, c'est qu'en mettant les deux ensemble, on est capable d'avoir des effets synergiques de 200 à 500 fois l'impact des gyrosuppresseurs. Puis là, on parle des gyrosuppresseurs qui étaient les mieux, qui avaient les meilleurs impacts, en fait, qu'on a publiés. C'est nous qui avons publié, en fait, les meilleurs gyrosuppresseurs. C'est un modèle cellulaire, en fait, là, mais c'est nous qui avons publié les gyrosuppresseurs ayant les plus gros impacts dans le meilleur modèle connu jusqu'à maintenant, en fait, pour les tester. Et on a réussi à augmenter de 200 à 500 leur impact en travaillant avec des synergies qui mettent les deux facettes en valeur. Donc, le jeûne fait ça. Pourquoi ne pas aller plus loin, justement, en prenant aussi des gyrosuppresseurs? Tant qu'à moi, c'est logique. Mm-hmm. Fait concrètement, c'est comme prendre des suppléments un peu? Oui, bien, c'est des molécules. Ben, en fait, techniquement, on pourrait en prendre par l'alimentation. Là. Dans mon cas, à moi, j'ai beaucoup mis sur la sellette le cas des polyphénols d'olive et du resveratrol. Les polyphénols d'olive, c'est faisable avec de l'huile d'olive de qualité. Prends 50 ml d'huile d'olive par jour. C'est ce qu'ils font dans la diète méditerranéenne. C'est à peu près la moyenne qui a montré justement un impact significatif sur la réduction des risques, entre autres d'athérosclérose, le blocage des artères causé par la réduction de l'oxydation du mauvais cholestérol par les polyphénols d'olive. Donc, les polyphénols d'olive sont sûrement les gyrosuppresseurs les mieux documentés jusqu'à maintenant. Ce que j'ai fait par le passé, puis j'ai mis dans des suppléments que j'ai moi-même commercialisés, c'est d'avoir sélectionné une composition particulière au niveau de ces polyphénols-là qui nous viennent d'une technologie brevetée. Ils sont produits directement à partir des olives en Espagne. Donc, ça, on pourrait peut-être le faire via l'alimentation. Le resveratrol, c'est un problème, par exemple. C'est que la dose optimale chez l'humain, je ne pense pas qu'on soit capable de l'atteindre par l'alimentation. On parle d'environ 125 mg. 125 mg, tu as 1 à 1,5 mg d'un bon verre de vin rouge. Avant d'arriver à 125, on va avoir des problèmes. Oui, exact. C'est ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le chocolat noir, les arachides. Des autres sources alimentaires, il n'y en a pas gros. Mais ça a déjà des impacts en traces, en fait, en très faible quantité, les gyrosuppresseurs. Et là, pourquoi je te parle de ces deux-là en particulier, c'est aussi parce qu'on a démontré que les deux en question, ensemble, ont une synergie vraiment fabuleuse, fort intéressante. Fait que les gyrosuppresseurs, on en retrouve un petit peu dans l'alimentation, plus dans l'huile d'olive, c'est ce que je comprends. Oui, puis il va y avoir différents aliments. Avec l'Université Concordia, entre autres, je peux te le mentionner, c'est intéressant, les graines de céleri.
Il y a un des on a identifié 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs qui n'étaient pas connus jusqu'à maintenant, en fait, dont un qui vient de la graine de céleri, qui est probablement un des plus faciles à mettre en application dans notre vie de tous les jours parce que de la graine de céleri, on en trouve dans bien plein d'épices, en fait. Fait qu'il suffit d'en ajouter dans vos aliments, là. Moi, j'en mets dans ma soupe, j'en mets dans dans plein de mets que je vais cuisiner, mais dont, entre autres, les omelettes. Parce que j'aime beaucoup les œufs. En fait, j'en mets dans plein de choses. C'est facile. On trouve de la graine de céleri bio. Et c'est un des gyrosuppresseurs, la molécule qu'on trouve à l'intérieur, en fait, qui est active à très, très faible quantité. Donc, il y a beaucoup de raisons qui me portent à croire que ça puisse être actif, même juste de l'ajouter, en fait, dans nos aliments, sans nécessairement le prendre en supplément. C'est quand même un conseil qui est facile à adopter. On peut juste en rajouter comme ça dans son alimentation. Là. Ton 9e conseil, c'était moduler les systèmes secondaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, en fait, la question des systèmes secondaires, c'est ce que moi-même j'ai décrit comme étant des systèmes qui ne sont pas essentiels à la vie, qui ont des rôles secondaires à augmenter, en fait, techniquement, ce qu'on devrait appeler de la robustesse en biologie. Et ça, c'est quelque chose que je vais plus expliquer dans mon 5e livre, justement, les concepts de la robustesse. C'est que pour faire face à des stress physiologiques importants, on a des mécanismes qui peuvent avoir des gros bénéfices au niveau de la santé, mais qui ne sont pas essentiels à la vie, puis que techniquement, on s'en servira peut-être jamais si on ne prend pas la peine de volontairement les stimuler. Tantôt, je vous en ai parlé de 2, en fait, de ces mécanismes-là, en vous parlant, entre autres, de... puis là, j'ai dit vous, en fait, parce que je pense à nos auditeurs. En parlant, entre autres, de l'activité physique intense, puis de l'activité physique tout court. J'ai parlé de l'effet de l'activité physique sur l'augmentation de la production d'oxydation, en disant que si c'était aussi simple que c'est l'oxydation, la cause du vieillissement, bien, tous les gens qui font plus d'activité physique meurraient plus jeunes. C'est pas ça. En fait, c'est que si on fait de l'activité physique, si on fait une fois d'activité physique, on va aller moduler les gènes de défense contre l'oxydation et on va probablement souffrir un peu des impacts de l'oxydation. Tu le fais 3-4 fois par semaine, là, ton corps va comprendre qu'il faut qu'il produise plus d'antioxydants parce que tu en as besoin et il va surproduire tout le temps les antioxydants en question pour combler, en fait, ce que toi, tu produis toutes les fois que tu fais de l'activité physique. Ça n'est un système secondaire que si tu t'en sers pas, il va arrêter. C'est un des plus simples qui soit, en fait, si tu veux. Le deuxième que je vous ai parlé, c'est la flexibilité métabolique, là, est associée à un paquet de systèmes secondaires. La capacité de libérer de glycogène dans notre foie, on est capable de la perdre parce que c'est un système secondaire qui normalement, parce qu'on devrait faire face de temps en temps au défi de rien manger pendant un certain bout de temps, c'est certain que tous les humains passaient par là. Et c'est relié justement à plusieurs mécanismes en fait secondaires qui est la capacité de libérer de glycogène, la capacité de transformer notre réserve de graisse en cétones. Et les cétones, eux autres mêmes, vont induire un paquet de bénéfices santé. On sait que c'est un messager en circulation sanguine. Puis là, faites attention, c'est un messager en autant que le glucose a commencé à manquer. Je ne suis pas nécessairement de ceux qui trouvent que c'est intéressant de prendre des cétones exogènes. Mais ceci dit, c'est quand même un messager de situation de crise. Parce que si tu es en jeûne pendant plusieurs jours puis que les cétones montrent à 3-4, en fait, d'un point de vue sanguin, tout le corps humain va comprendre que tu es en train de traverser une situation de crise importante dans laquelle il faut qu'il redistribue beaucoup de ses efforts aux mécanismes de maintenance et de réparation pour passer une situation difficile. Fait que dans le fond, les mécanismes secondaires, en fait, ce que moi j'ai appelé les systèmes secondaires, c'est tous des mécanismes pour faire face à des défis, comme par exemple l'anaérobie en est un aussi. Nos mitochondries, c'est drôle à dire, là, mais nos mitochondries sont des organismes, qui sont pratiquement autonomes. En fait, qu'on a longtemps pensé que c'était juste un organisme cellulaire, là, mais c'est bien plus que ça, qui vont devenir tout simplement, c'est des usines de production d'énergie de nos cellules. Hein? Et il faut considérer en vieillissant que si on ne les stimule pas, on va se ramasser avec des usines qui vont produire beaucoup de pollution. C'est exactement ça. Et comment on stimule nos mitochondries? Oui, par l'activité physique d'aérobie, on va avoir plus de mitochondries, mais il faut les challenger carrément. En fait, il faut lui donner des défis importants. Comment est-ce qu'on donne des défis importants? C'est en les obligeant à transformer d'autres sources d'énergie, comme quand on transforme des cétones, ça en est une, ou encore en les obligeant à faire de l'énergie en absence d'oxygène parce que tu as manqué d'oxygène. Ça aussi, ça stimule énormément la santé des mitochondries parce que ça les oblige justement à être plus économes dans la production d'énergie, à produire de l'énergie d'une autre façon. Le jeûne les stimule énormément aussi parce qu'automatiquement, ils vont, c'est drôle à dire, mais bon, quand tu as beaucoup d'énergie, ils vont gaspiller de l'énergie
Et le gaspillage d'énergie va aussi surproduire, en fait, de l'oxydation, va produire de la pollution carrément d'un point de vue cellulaire. Ils vont devenir beaucoup plus efficientes si, de temps en temps, s'ils font face au jeûne. Ils font face à de la restriction, en fait, dans l'apport énergétique. Fait que c'est de ça à quoi je fais référence quand je parle de moduler les systèmes secondaires. Comment ça se met en application? C'est techniquement, il faut penser à toutes nos habitudes de vie dans l'idée de développer de la robustesse d'un point de vue biologique, en fait, où on maintient le plus en action possible, en fait, tous ces systèmes-là qui nous permettent d'être toujours plus efficaces face à des défis, finalement, à lesquels on pourra faire face. Et je suis très fortement convaincu que la meilleure façon de faire face à de la maladie, c'est ça. C'est le jour où tu vas faire face, justement, à une situation qui va te mettre en danger. Si tous ces mécanismes-là sont fonctionnels, je suis convaincu qu'on a pas mal plus de chances de survie. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on a développé de la robustesse d'un point de vue biologique. Fait que c'est majoritairement avec le jeûne et l'activité physique qu'on va aller chercher ça. Oui, le jeûne, l'activité physique, les gyrosuppresseurs, ce qui stimule la santé des mitochondries. Il y a certaines facettes qu'on peut challenger, en fait, bon, techniquement, en fait, si tu veux parler un peu encore de biologie comparative, là, moi, ça me fascine. Mais on a beaucoup appris de ces systèmes-là aussi. On a des organismes qui vivent très, très longtemps que c'est dû à l'efficacité de leur système immunitaire. Entre autres, des oursins, là, une sorte d'oursin rouge, en fait, là, qui vivent jusqu'à 10 fois plus longtemps que la normale. C'est l'efficacité de leur système immunitaire qui permettrait ça, entre autres. Fait que comment on peut challenger encore là le système immunitaire? Comment on peut s'assurer qu'il va être encore plus en fonction? L'anaérobie, ça a l'air un peu drôle. Je viens d'en parler pour une question d'activité physique, mais on sait aussi qu'il y a deux types de rongeurs. Parmi les deux rongeurs qui vivent les plus longtemps, là, c'est curieusement deux types de rongeurs qui ont la capacité de vivre dans des terriers à jusqu'à 6, 7, 8 mètres de profondeur, où ils vont manquer d'oxygène, en fait. Et ils ont développé la capacité de vivre en anaérobie. Et c'est extrêmement intéressant à vivre dans avec des quantités d'oxygène où probablement que nous autres, on tomberait dans les pommes. Mais il y a peut-être là, en fait, puis ça, c'est une grosse hypothèse, je le mets, là, mais dans les systèmes secondaires, en fait, où si nous autres même, on pratiquait l'anaérobie, ce qu'on fait quand on fait de l'activité de haute intensité, en fait, c'est un peu ça. On manque d'oxygène. Qu'est-ce qui fait que le cœur vient qu'à pomper autant puis que tu viens qu'à être complètement essoufflé? Si tu es à la limite de ta capacité, c'est de l'anaérobie. Tu fais face à l'anaérobie, là, le corps panique, le cerveau aussi, on vient qu'à s'y faire. Mais il y a sûrement justement d'autres intérêts, mais là, ça revient encore aussi à l'activité physique, mais on pourrait toujours essayer de retenir notre souffle. OK, aussi simple que ça. Ben, je serais curieux de voir justement à long terme qu'est-ce que ça peut amener comme bénéfice au niveau de la santé, mais je suis convaincu que ça peut aussi stimuler des mécanismes secondaires parce qu'on s'oblige aussi à faire de l'anaérobie ou à travailler avec, à augmenter l'efficience en fait de notre échange d'oxygène, de CO2. Ça fait qu'il y en a peut-être plusieurs autres, en fait, des systèmes secondaires qu'on pourrait considérer, là, mais je viens sûrement de te mentionner les plus importants. Ah, ben, c'est intéressant. Sinon, c'est ça, ben, je vais toucher à ton dernier conseil pour vivre plus longtemps, c'était de tenir compte de la chronolongévité. Encore là, je ne suis pas certain de quoi qu'on parle. Fait que si tu peux nous l'expliquer un petit peu. C'est que, en fait, c'est de la chronobiologie associée à la longévité. J'appelais ça de la chronolongévité. C'est que tout le métabolisme humain est attaché à un cycle d'à peu près probablement quelque chose comme 25 heures. Puis bon, il y en a qui disent que c'est 25 heures et demie. Moi, le chiffre exact, honnêtement, je m'en fous un peu. C'est juste de prendre conscience, en fait, que notre cycle biologique n'est pas fait sur un cycle de 24 heures. Puis il y a probablement une raison derrière ça, c'est de nous obliger à le réajuster à tous les jours pour amener justement une grande capacité d'adaptation. Et c'est un phénomène de robustesse. Si notre cycle était tout le temps 24 heures, là, probablement qu'on aurait des grosses difficultés à s'adapter quand on a des changements de cycle, justement. Mais en vieillissant, c'est un élément qui apparaît, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à s'adapter aux changements de cycle circadien. En fait, le décalage horaire, ça va... bon, quand on est jeune, on se couche à 2 heures, c'est peut-être pas assez. On se couche à 4 heures du matin, on travaille à 7 heures le lendemain. Le soir d'après, on se recouche à 10 heures, puis tout est correct. Aïe, aïe. Déjà à 50 ans, je te dirais, moi, je fais plus ça, là. Ou du moins, quand je le fais, ça me prend une semaine de me remettre à l'endouette. Puis pourtant, je suis en bonne santé, là. C'est vraiment pas... on a perdu de la capacité d'adaptation. Et il faut tenir compte, en fait, donc, dans les cycles circadiens, la chronobiologie, il faut tenir compte d'un paquet d'éléments qu'on peut tirer profit, en fait. Que j'ai décrit, entre autres, qu'est-ce que c'est que ma journée longévité pour différentes raisons. Où ce que je vais te donner un exemple, en fait, qui tient compte justement des recommandations de chronolongévité, c'est que
3 ou 4 fois par semaine, comme aujourd'hui. Je vais faire ce qu'on appelle un nomade, hein, one meal a day en anglais. Je vais manger juste un repas dans la journée. Et je vais le faire en fin de journée. Je vais m'entraîner très fortement juste avant. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on est beaucoup plus performant en fin de journée. Si tu es à jeun, tu as une très bonne flexibilité métabolique, le corps humain va augmenter la production d'hormones de croissance pour protéger la masse musculaire. Et là, il y a des études qui ont montré que c'est une augmentation de 2 à 5 fois. C'est énorme. En fait, l'hormone de croissance, qui ne devrait pas s'appeler l'hormone de croissance, parce qu'en biologie, on est niaiseux comme ça, c'est que quand, je l'ai dit tantôt, quand on a des connaissances qui s'attachent à quelque chose, ça prend énormément de temps à changer ça. C'est l'IGF-1 qui devrait être l'hormone de croissance. Le GSH, en fait, ou l'hormone de croissance, en fait, devrait être considéré, GH, pas GSH, GH, devrait être considéré, en fait, comme l'hormone de la réparation. Sa production augmente pendant la nuit pour stimuler le mécanisme de réparation dans le corps humain, qui est tout modulé, entre autres, par l'augmentation de la production de la mélatonine. Donc, ceci dit, la mélatonine aussi est une hormone de réparation. Et l'hormone de croissance va baisser, grosso modo, en fait, là, d'un facteur de 50 environ sa production par tranche de 7 ans en vieillissant. C'est phénoménal. La baisse à laquelle on fait face à partir de l'âge de 20 ans. Fait que c'est comme si l'hormone de la réparation baisse continuellement tout le temps. Fait que techniquement, en fait, on sait qu'on serait capable, entre autres par le jeûne, d'augmenter sa production, d'en prendre. Puis bon, petite parenthèse, là, pour les gens qui penseraient que ça serait une bonne idée de prendre l'hormone de croissance, c'est pas une bonne idée. Parce que si tu en prends pendant que tu es alimenté, pendant que tu es nourri en tant que tel, ça va accélérer le processus du vieillissement. Mais si tu n'es pas nourri, en fait, qu'il manque justement l'IGF-1 dans l'équation, ça va avoir des gros bénéfices santé. Fait que la meilleure façon de faire ça, outre d'en prendre de façon exogène, c'est le jeûne. Et là, étant donné que si sur une période de jeûne, la production va augmenter, tu arrives en fin de journée ou la période dans laquelle on est déjà les plus performants, là, tu vas l'être encore plus parce que tu as augmenté la production d'hormones de croissance, parce que tu es en jeûne. Tu vas t'entraîner, tu vas être plus efficace à l'entraînement. Et le repas qui suit, en fait, tu vas prendre un repas plus riche en protéines animales pour volontairement aller augmenter ta capacité musculaire ou ta capacité à prendre du muscle, ou du moins la conserver. Bien, ça, c'est ce que moi j'ai appelé justement ma journée longévité. Je fais ça 3-4 fois par semaine en tant que tel. Et c'est de la chronobiologie, en fait, de la chronolongévité, de la chronobiologie associée à l'optimisation de nos habitudes de vie dans une idée d'améliorer nos chances de vivre centenaire. Fait que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, ben, ils peuvent adopter un peu les trucs que toi, tu adoptes dans ton quotidien. Oui, tout à fait. Mais sinon, en gros, c'est de suivre son rythme circadien. C'est, de ce que je comprends, de pas s'assurer qu'il soit bien établi. En fait, c'est sûr que, comme par exemple, les gens qui travaillent de nuit, c'est épouvantable. Là. Ça, on en a comme l'autre extrême, là, si tu veux. Mais techniquement, oui, c'est de tenir compte de ce qu'on peut faire sur des cycles de 24 heures pour bénéficier d'un paquet de processus biologiques qui, associés à la longévité, va avoir des impacts. C'est sûr que c'est beaucoup des cycles de 24 heures, en fait, dans le cas de la biologie humaine. Mais puis là, bon, puis honnêtement, avant d'en venir à faire ce que moi je fais, en fait, là, c'est la clé, c'est d'y aller graduellement. Moi, je n'ai pas fait ça du jour au lendemain, j'aurais pas été capable. Fait que, grosso modo, ça a dû me prendre 3-4 mois avant de commencer réellement à faire des hommages. J'ai graduellement augmenté la période de temps sans manger. En sautant le déjeuner, généralement, c'est ça qui est le plus facile pour les gens. Si c'est de sauter le souper, bien, vous pouvez le penser à l'envers, il n'y a pas de problème à faire ça. Là. Mais ceci dit, donc, j'ai graduellement augmenté la période, à aller jusqu'à m'amener sauter le dîner, puis là, me rendre de temps en temps jusqu'au souper. Puis, par la suite, j'ai ajouté l'activité physique, en ajoutant aussi l'activité physique intense et la musculation dans la même période pour en venir à faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut y aller graduellement. Écoute, c'était tous des super bons conseils. Moi, j'en ai appris beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut quand même adopter assez facilement. Ce n'est pas nécessairement des conseils à la Brian Johnson. Là. Je reviens tantôt. Là, pas obligé d'aller dans l'extrême pour vivre plus longtemps. Y a-t-il un endroit que les gens peuvent aller te suivre un petit peu, voir ce que tu fais? Oh oui, bien sûr. En fait, mes pages Facebook, parce que j'ai des différentes pages Facebook. Quand vous me tapez sur Internet, normalement, c'est assez facile de me trouver. Éric Simard, Priorité bien vieillir, qui est probablement la page qui est la plus suivie en tant que telle. Je suis bien sûr sur LinkedIn aussi. J'ai mon site Internet à esimard.com, donc c'est relativement facile. Puis je peux même te dire un bonus en terminant dans les conseils de longévité, c'est que tous ces conseils-là, si vous cherchez à tout faire, en fait, d'un coup sec, parce que techniquement, mettons que tu veux le conseil 11 et 12, là, 11 serait de tout faire. Parce que ce qui fait la grande réussite des centenaires, c'est aussi qu'ils sont bons sur toutes les facettes. Donc, on sait d'un point de vue biologique qu'autant on a été capable de démontrer des grandes synergies à travers les gyrosuppresseurs
qu'il y aurait une très, très grosse synergie dans l'ensemble des habitudes de vie pour les gens qui sont bons dans tout. Mon 12e conseil, ce serait de considérer que la santé, c'est une façon de voyager et non pas un objectif à atteindre. À partir du moment où les gens considèrent, en fait, que vous allez améliorer votre santé pendant toute votre vie, moi, je le fais encore. Hein. Aujourd'hui, je suis encore en train d'essayer d'implanter dans mes habitudes de vie de mes propres recommandations. Ceci dit, à partir du moment où on considère qu'on va le faire toute notre vie, ça enlève beaucoup de pression. Vous pouvez regarder la liste de ce qu'on a regardé ensemble aujourd'hui puis de vous dire, dans ça, là, dans quoi je pourrais faire le plus gros gain en premier. Faites ça comme un entrepreneur. Un entrepreneur, techniquement, c'est ça qu'il devrait faire. On regarde sur quoi on va faire le plus gros gain, on travaille là-dessus, on fait une amélioration, on n'attend pas nécessairement que ce soit parfait, on se repose la question, on considère qu'on va faire ça jusqu'à la fin de notre jour. C'est un processus d'amélioration continue, en fait. La santé, c'est une façon de voyager. C'est un autre super bon conseil. Excellent. Ben, Éric, merci beaucoup. C'est un grand plaisir.